Bonjour. Bien, en premier lieu, je tenais à remercier, dans le fond, les organisatrices là, de me laisser la chance de présenter ce webinaire qui va porter sur la santé cognitive, le maintien de la santé cognitive à la retraite et après la retraite. Donc, en guise de brève présentation, je m'appelle Catherine Gosselin. Je suis une étudiante qui étudie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'étudie présentement au doctorat recherche et intervention en neuropsychologie et je suis aussi une membre étudiante du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse principalement aux facteurs socio-environnementaux qui permettent d'influencer le vieillissement cognitif et particulièrement à la période de transition majeure de la vie que représente la retraite. Donc, lorsqu'on s'intéresse à la santé cognitive, c'est important de comprendre un petit peu, de s'intéresser aussi à ce qui s'opère dans le vieillissement des structures du cerveau. Donc, ce qu'on peut remarquer sommairement, c'est qu'avec l'âge, on va avoir une diminution au niveau du volume et du poids du cerveau. Si on regarde, dans le fond, la figure qui vous est présentée ici, lorsqu'on compare, dans le fond, les structures cérébrales, dans le fond, plus tôt à l'âge adulte versus plus tard dans le vieillissement à 94 ans, on peut voir qu'il va y avoir une diminution qui va s'installer au niveau de la matière. Quand on parle de la matière, on va parler de la matière grise, soit les neurones, et aussi de la matière blanche, qu'on appelle la gaine de myéline, et qui permet justement aux neurones de bien communiquer entre eux. Donc, lorsqu'on compare les cerveaux, ce qu'on peut voir, c'est que cette matière blanche-là, qui est représentée par tout ce qui est dans le fond, qui figure en blanc dans la boîte crânienne, on peut voir dans le fond qu'on a des sillons qui vont se creuser davantage, qui va avoir plus d'espace en noir qui représente dans le fond l'espace soit des ventricules ou dans le fond au niveau de l'espace de la boîte crânienne où va circuler le liquide céphalorachidien. Ce qu'on note aussi dans le vieillissement du cerveau, c'est qu'on a certaines zones qui vont être plus touchées par le vieillissement. Ce qu'on veut dire, c'est que certaines zones où il va y avoir une perte de volume qui est plus importante. Et de manière, ce qu'on peut voir ici sur la figure, c'est que les zones qui ont une perte volumique plus importante sont identifiées dans une couleur qui est plus foncée. Fait que sommairement, ce qu'on peut voir, c'est que les zones plus frontales, au niveau du cortex frontal, ont tendance à perdre plus de volume que d'autres zones. Donc, ces modifications-là, au niveau des structures du cerveau, ça va avoir un impact sur notre cognition. Quand on parle de cognition, ce qu'on veut dire, c'est tous les processus mentaux qui nous permettent d'interagir dans notre environnement. Donc, à travers les processus mentaux, on a différentes fonctions cognitives que vous pouvez retrouver à la droite là, de la figure ici. Donc, pour les expliquer brièvement, on a la vitesse de traitement. Donc, la vitesse de traitement, ça se réfère à notre vitesse à traiter de l'information, à réagir justement de l'information de notre environnement. C'est souvent une fonction cognitive qui va être dite plus réactive, dans le fond, plus un processus automatique. On a aussi, dans le fond, la fonction de la mémoire de travail. Donc, la mémoire de travail, c'est notre capacité à emmagasiner, dans le fond, de l'information à court terme pour être capable aussi de réaliser des opérations sur cette information-là. Donc, par exemple, on pourrait penser qu'on utilise notre mémoire de travail quand on a à se souvenir de consignes, à essayer de comprendre des consignes, mais aussi, dans le fond, quand on fait des calculs mentaux. On a aussi, dans le fond, la mémoire à long terme. Ça, c'est la capacité qu'on a justement à emmagasiner des informations et à les récupérer. Et on a aussi des fonctions qui vont être associées plus aux connaissances qu'on acquiert sur le monde. Donc, en lien avec le vieillissement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a certaines fonctions comme notre vitesse à traiter l'information, notre mémoire de travail et aussi notre mémoire à long terme qui a tendance à plus diminuer. Comparativement à si on regarde les connaissances générales qu'on a sur le monde, ça a tendance à augmenter plus qu'on vieillit et à bien se maintenir dans le vieillissement. Ce que je trouve intéressant aussi de regarder dans cette figure-là, c'est qu'on peut constater que le vieillissement, ça concerne de la cognition, ça ne concerne pas seulement les personnes de 50, 60, 70 ans. Donc, c'est un processus qui s'opère dans le temps, puis on peut voir que ça commence quand même assez tôt, là, donc dès 20 ans pour certaines fonctions.
Donc, en lien avec la retraite, pourquoi c'est important de s'intéresser au vieillissement cognitif? Ben, c'est parce qu'on remarque qu'on a certaines périodes de transition de vie majeure qui s'associent à un déclin qui va être dit plus accentué des capacités cognitives. Donc, notamment, ce qu'on peut voir dans les études, comme la figure, dans le fond, qui est représentée par la figure à l'écran, c'est que dans certaines grandes études qui ont été faites en Europe, on peut remarquer qu'il y a un âge probable de prise de retraite qui est souvent déterminé par un système d'éligibilité au régime de pension. Donc, à 62 ans, dans ces populations-là, il y a une plus grande chance, dans le fond, que les personnes prennent leur retraite, il y a un plus grand nombre de personnes qui prennent sa retraite. Et ce qu'on a remarqué dans ces études-là, c'est qu'un an plus tard, soit à l'âge de 63 ans, qu'on peut voir dans la figure juste en bas, bien, il y a un déclin qui est accentué des capacités cognitives qui laisserait sous-entendre qu'il pourrait avoir une relation, dans le fond, entre la prise de retraite et le déclin. Donc, dans le cadre d'une première étude, nous, on s'est intéressé à ça et de manière plus précise d'aller voir auprès de la population canadienne si on était capable de voir un effet de la transition des travailleurs vers la retraite. Donc, pour ce faire, on a utilisé les données de l'étude longitudinale canadienne. C'est une vaste étude qui regroupe 50 000 participants qui sont âgés entre 45 et 85 ans. Ces participants-là ont été recrutés à travers différentes provinces canadiennes. Puis, ce qu'on a pu voir, dans le fond, avec les résultats qu'on a obtenus, c'est qu'on avait un effet accentué chez les travailleurs qui prenaient leur retraite dans le fond, au temps 1. Le T1 ici que vous voyez ici, c'était à la phase de suivi. Donc, ce qu'on pouvait conclure par rapport à cette étude-là, c'est que les retraités avaient une diminution, dans le fond, des performances qui étaient associées à la mémoire de travail, le fait que notre capacité à opérationnaliser puis à travailler sur notre information, mais aussi à un temps de vitesse de traitement qui était plus long. C'est-à-dire, dans le fond, qui était synonyme d'une performance diminuée là, pour les retraités. Mais par ailleurs, ce qu'on a pu remarquer aussi dans cette étude-là, c'est qu'à travers nos retraités, on avait quand même des performances, on avait beaucoup de variabilité au niveau des performances. Puis ça venait se rapprocher, dans le fond, des théories qui existent déjà au niveau des trajectoires du vieillissement cognitif. Fait que ce qu'on remarque dans ces trajectoires-là, c'est que dans la zone que vous allez voir en pointillé, ça représente dans le fond les personnes qu'on va dire qui présentent un vieillissement normal. Donc, c'est les gens, c'est la majorité, dans le fond, des personnes. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un très bon maintien du fonctionnement cognitif. On peut avoir le déclin de certaines capacités, comme il a été expliqué un petit peu plus tôt, mais somme toute, on reste quand même avec un très bon niveau de fonctionnement. À travers cet échantillon-là, bien, on a aussi des adultes qui vont présenter des hautes performances. Dans le fond, chez ces adultes-là, on dirait qu'on ne voit pas l'effet du vieillissement sur la cognition. Puis, à l'opposé, on a certains individus qui, eux, dans le fond, vont plus s'avancer avec une trajectoire qui va s'apparenter à un trouble, dans le fond, neurocognitif avec la présence d'une maladie comme l'Alzheimer ou une autre forme de démence. Et là, ce qu'on peut voir, dans le fond, dans la courbe en bas, c'est que le niveau de fonctionnement, dans le fond, va être touché. Dans le fond, on va atteindre un niveau qui est inférieur au fonctionnement des personnes. Pour expliquer ces différentes trajectoires-là, il y a plusieurs hypothèses, dans le fond, qui ont été soulevées. Donc, la première hypothèse, on avait l'hypothèse de la réserve cérébrale. Fait que la réserve cérébrale, ça l'explique un petit peu comment que le fait, dans le fond, d'avoir une plus grande masse volumique, ça nous permettrait, dans le fond, de mieux compenser, dans le fond, les effets que pourrait avoir une atteinte au niveau des structures cérébrales. C'est une hypothèse qui est intéressante, mais qui a aussi certaines limites parce que, dans le fond, le volume du cerveau n'a pas un lien direct avec les performances cognitives ou le fonctionnement intellectuel. Et en plus, il s'agit d'un facteur assez statique, c'est-à-dire qu'on n'a plus de pouvoir d'action, dans le fond, au niveau de ce type de réserve-là. Une autre hypothèse qui est très intéressante, c'est l'hypothèse de la réserve cognitive. Donc, l'hypothèse de la réserve cognitive, ce qu'elle met en lumière, dans le fond, c'est que pour un même niveau de structure, on compare deux cerveaux, on les regarderait, les cerveaux au niveau des structures, visuellement, elles sont identiques. Mais malgré ça, ce qu'on peut voir, c'est que des personnes qui ont un haut niveau de réserve cognitive vont avoir un niveau de fonctionnement qui est préservé et qui est plus élevé, dans le fond, que les personnes qui ont une plus basse réserve. Ça, l'hypothèse de la réserve cognitive, ce qui la soutient, c'est qu'à travers un environnement de vie qui est cognitivement stimulant, on arriverait
développer des meilleures stratégies pour user d'une manière efficace de notre cerveau, mais aussi à compenser quand il arrive des situations de perte ou de déclin. Parmi les indicateurs qui sont identifiés dans la littérature comme déterminants de la réserve, bien, on a un petit peu le milieu scolaire, c'est-à-dire qu'à travers l'école, on va faire plein d'apprentissages, on va essayer beaucoup de nouvelles stratégies, on a à s'adapter. À travers ça, on a aussi, bien entendu, le milieu de l'occupation professionnelle. Donc, à travers nos tâches au travail, on va faire des activités qui sont diversifiées. On va essayer de trouver des nouvelles solutions. Par rapport à la complexité de l'occupation professionnelle, on a différents niveaux de complexité aussi. Il peut y avoir une complexité qui est associée plus aux interactions interpersonnelles. Il peut y avoir un niveau de complexité plus lié au traitement des données. Mais on peut penser aussi à un niveau de complexité associé au travail plus manuel, la complexité de la création à travers le matériel. Puis aussi, comme indicateur de la réserve, on a différents loisirs aussi. Donc, la pratique des loisirs tout au long de la vie, ça nous permettrait aussi de se construire une bonne réserve. Donc, en fonction de tous ces facteurs-là, dans le fond, ce que je voulais faire aussi à travers cette présentation-là, c'est un petit peu de passer, de déterminer, dans le fond, de vous donner des outils ou de proposer, dans le fond, différents facteurs qui, dans le fond, quand on arrive à la retraite, nous permettent de préserver un bon niveau de fonctionnement ou, en tout cas, de travailler au maintien optimal de notre santé cognitive. Fait que pour y aller brièvement, je vais les expliquer en détail. Dans le fond, on a différents facteurs qui s'avéreraient favorables pour la santé cognitive, dont l'alimentation, la pratique de l'activité physique. On a aussi, dans le fond, les différentes stratégies qu'on va user pour nous aider à bien réguler notre stress. On a aussi de travailler au maintien de ces liens sociaux. Et pour terminer, dans le fond, les activités, la pratique d'activités loisirs qui sont cognitivement stimulantes. Donc, en lien avec l'alimentation, ça a été démontré qu'une alimentation qui est saine, qui est riche dans le fond, qui est abondante au niveau des légumes, des fruits, aussi dans le fond, qui va avoir des bonnes sources de gras, comme au niveau, par exemple, de l'huile d'olive, bien, ça nous permet justement d'avoir un bon niveau de fonctionnement au niveau de nos performances cognitives. Par ailleurs aussi, on a le fait de préconiser aussi de faire un choix au niveau des breuvages qu'on choisit. Donc, des fois, d'y aller avec des breuvages qui nous permettent de bien nous hydrater sans l'apport de sucre des boissons gazeuses, donc de privilégier l'eau. La santé cognitive aussi, ça se favorise à travers la pratique d'activité physique. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont mis en lumière que la pratique d'une activité physique qui est fréquente, ça permet de diminuer significativement les risques d'avoir un déclin cognitif. De manière intéressante aussi, il y a des programmes d'entraînement qui ont essayé d'améliorer les capacités en mémoire de participants qui ont montré que chez les participants qui pratiquaient une activité physique comparativement à ceux qui n'en pratiquaient pas, on pouvait voir que la pratique de l'activité physique, ça augmentait l'effet de l'entraînement. Puis, ce qui est préconisé aussi par rapport au choix des activités physiques, c'est de choisir des activités qu'on va dire aérobiques. Ça veut dire que c'est des activités qui vont aller justement stimuler un certain niveau d'activation au niveau de au niveau cardiovasculaire. Fait qu'on peut penser à des cours d'aérobie, de la danse, de la nage, du gym sur chaise aussi, du vélo. En lien aussi avec l'activité physique, on a aussi le style de vie, dans le fond, qu'on va adopter. C'est-à-dire, dans le fond, que pour avoir une bonne santé physique, c'est important, une bonne santé cognitive, excusez-moi, c'est important d'avoir un mode de vie qui est actif ou, pour agir, non sédentaire. Donc, c'est important d'avoir une bonne mobilité, une mobilité qui est fréquente. Ça s'associe à la santé cognitive. Lorsqu'on parle de non-sédentarité, bien, c'est des activités comme la marche. Donc, essayer, dans le fond, de marcher 10 000 pas par jour. Il y a certaines études aussi qui suggéraient 6 000. Ça représente environ entre 40 et 1 heure de marche par jour. Ça s'associe positivement à notre santé cognitive. Par rapport à la santé cognitive, un élément qui est important à aborder, c'est aussi la régulation des stratégies pour bien réguler son stress. Donc, le stress qui a été démontré par rapport à la santé cognitive, c'est que ça réduit la performance lorsqu'il y a un stress, mettons que je dirais
en particulier au moment de faire une performance cognitive, mais aussi le stress chronique au cours de la vie a démontré un effet sur la santé cognitive à long terme. Puis, dans le fond, ce qui est proposé aussi pour aider à améliorer sa cognition, c'est des exercices qui vont aller justement favoriser la respiration. Donc, dans la méditation pleine conscience, on retrouve aussi cet exercice-là de respiration. Puis, il y a justement une étude qui a démontré qu'il y a des respirations qui sont lentes et profondes. Ce qu'on veut dire aussi dans les respirations lentes et profondes, c'est qu'il y a une inspiration de 5 secondes, mais que l'expiration est un petit peu plus longue, soit 6 secondes. Ça va justement aider à diminuer le stress, à diminuer l'activité physiologique et c'est associé à des meilleures performances également chez les personnes âgées. Un autre facteur qui est très important, dans le fond, et pour plusieurs niveaux, c'est l'importance du support social, ou je dirais plutôt l'importance de travailler à entretenir ces liens sociaux. Si on regarde dans une perspective cognitive, à travers les liens sociaux, hein, on est amené à interagir, on est amené à réagir à l'autre, aussi à communiquer. Ça nous fait travailler notre mémoire et plein d'autres fonctions. Mais aussi au niveau émotionnel, ça nous assure un bon support. C'est un facteur, dans le fond, qui est de protection pour notre santé psychologique, mais aussi notre santé cognitive. En lien avec des activités qui sont cognitivement stimulantes. Donc, il y a plusieurs activités qui ont montré leur efficacité pour aider, dans le fond, la santé cognitive une fois qu'on est arrivé à la retraite. Donc, parmi ces activités-là, on retrouve, il y a beaucoup d'études qui ont porté sur la musique. Donc, la musique, ça permettrait de stimuler le cerveau. Ça permettrait aussi de faire des nouvelles connexions au niveau des neurones. En lien avec la musique, ce qu'on a retrouvé, c'est que ce qui serait bon, ça serait de pratiquer, s'exercer avec un instrument de musique. Donc, ça peut être de s'exercer avec un nouvel instrument qu'on a toujours eu envie de pratiquer ou de renouer aussi avec une ancienne passion là, au niveau d'un instrument de musique. Donc, ça, c'est bon aussi parce que ça nous fait travailler notre mémoire, hein, la mémoire, pas nécessairement verbale, mais tout au niveau de la mémoire, de la procédure, d'apprendre aussi des nouvelles pièces. Puis aussi, avec la musique, ce qui est intéressant, c'est que la pratique d'une écoute qui est attentive, donc ça pourrait aussi avoir des effets qui sont bénéfiques au niveau de la cognition. Lorsqu'on parle d'une écoute qui est attentive, c'est important aussi que ça ne soit pas juste une musique qui joue en arrière-plan, mais qu'il y a vraiment une intention consciente de se concentrer sur la musique. En lien toujours avec les activités qui sont cognitivement stimulantes qu'on peut faire à la retraite ou après la retraite, c'est toutes les activités de type casse-tête. Il y a des études qui ont été faites au niveau des puzzles, un petit peu comme les sudoku, bien que ça ne soit pas des casse-têtes, aussi au niveau de la pratique des mots croisés. Donc, c'est des activités qui nous amènent à développer une nouvelle stratégie, puis aussi à travers laquelle il va y avoir différents niveaux de difficulté. Donc, c'est important aussi des fois un petit peu si on veut travailler notre santé cognitive de se challenger à travers ces activités-là. Mais il y a aussi les jeux de société. Donc, les jeux de société, ce qui est le fun avec ça, des fois, ça se pratique à plusieurs. Donc, il y a beaucoup d'interactions. Il y a le fait aussi que les stratégies peuvent être changeantes en fonction des parties. Fait qu'il y a vraiment le caractère que ça va aller beaucoup stimuler les capacités ou les stratégies d'adaptation de la personne, de sa flexibilité. Puis aussi, à travers les casse-têtes, les jeux de société, on a à apprendre des nouvelles règles aussi. Donc, c'est bien, puis d'essayer aussi de s'adapter en fonction de tout ça. Puis tout aussi, qu'est-ce qui est le contexte, dans le fond, qui est favorable aussi au maintien des liens, aux interactions sociales qui sont super bons, là, dans le fond, pour la cognition. Pour les autres activités cognitivement stimulantes, on retrouve aussi, dans le fond, la lecture. Donc, la lecture, ça nous amène à stimuler nos capacités d'attention, nos capacités aussi, dans le fond, à mémoriser des mots, à les garder en mémoire, mais aussi pour se construire une histoire. Donc, ça serait très bon dans le fond, autant pour la mémoire que pour d'autres processus qui sont plus associés à la mémoire de travail. Donc, au niveau de la lecture, ce qui a montré qui était bénéfique pour la cognition, bien, ça serait des lectures qui poussent à réflexion. Donc, ça peut être, par exemple, dans le fond, de regarder les nouvelles ou de regarder, dans le fond,
un sujet qui nous intéresse, puis essayer de pousser un petit peu aussi, dans le fond, un petit peu plus la réflexion par rapport à la lecture qu'on a fait. Fait qu'aussi, ça va aller stimuler nos capacités à mémoriser qu'est-ce qu'on vient d'apprendre, puis aussi nos capacités réflexives qui sont plus associées à notre fonctionnement exécutif, aussi capacité d'abstraction. Au niveau des lectures qui sont bonnes aussi, c'est les lectures, dans le fond, qui nous permettent d'apprendre des nouvelles choses. Fait que ça soit au niveau des nouveaux apprentissages sur un sujet qu'on connaît très peu, ou sinon d'approfondir un sujet qu'on aime beaucoup. C'est sûr que, dans le fond, le fait d'apprendre des nouvelles informations, c'est très bon aussi pour nos connaissances générales, ces capacités-là qu'on a vu qui se préservent très bien dans le vieillissement. Puis ça fait travailler nos capacités de mémoire aussi. Puis ce qu'on a vu au niveau de la littérature en lien avec la lecture, c'est qu'une pratique quotidienne de la lecture, ça permettrait de diminuer les risques de déclin. Et ce qui est intéressant particulièrement dans cette étude-là, c'est que le suivi s'est fait de manière longitudinale et quand même assez longtemps dans le temps. Fait qu'on a pu voir des effets, dans le fond, au niveau de la diminution du risque de déclin qui allait jusqu'à 14 ans pour une pratique qui était régulière de la lecture. Pour les autres activités, je les ai effleurées. Je sais que ça a déjà été abordé dans un autre webinaire, mais je trouvais ça important quand même de les rementionner. Les activités cognitivement stimulantes, ça peut être aussi de suivre des formations, que ce soit à l'université du troisième âge ou des cours sur des sujets qui nous ont toujours intéressés. D'apprendre aussi, que ce soit au niveau des ordinateurs, d'apprendre des nouvelles habiletés, d'oser apprendre, mais aussi l'apprentissage d'une langue seconde. La langue seconde, dans le fond, c'est très bon au niveau de la flexibilité. On apprend aussi beaucoup d'informations au niveau de la syntaxe des nouveaux mots. Fait que ça montre vraiment, dans le fond, des effets qui sont très encourageants au niveau de notre santé cognitive. Puis, par ailleurs, dans le fond, pour favoriser sa santé cognitive, il existe aussi différents programmes d'entraînement cognitif. Donc, c'est des programmes qui ont été élaborés. Il y en a un particulièrement que je souhaite vous parler, c'est le programme MEMO. Donc, le programme MEMO, c'est un programme qui a été élaboré par des cliniciens et des chercheurs de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Le but de ce programme-là, c'est vraiment, dans le fond, d'optimiser les capacités de mémoire, mais chez des personnes qui peuvent présenter un trouble de la cognition, mais aussi chez des personnes qui présentent un processus normal de vieillissement. Le programme, dans le fond, l'objectif, c'est d'entraîner des nouvelles stratégies, dans le fond, qui permettent de pallier certains déclins au niveau des capacités de mémoire qui peuvent être observées dans le vieillissement. Donc, sommairement, en quoi il consiste? C'est un programme qui s'effectue entre 6 et 8 rencontres. Au niveau des rencontres, c'est des durées qui peuvent varier de 90 à 120 minutes et qui ont lieu à un intervalle d'une fois par semaine. En guise de brève description du programme, en quoi ça consiste? Bien, il y a une première partie du programme qui sert à informer. Donc, informer un petit peu les participants, les gens qui sont intéressés, de leur donner des connaissances un petit peu en lien avec la santé cognitive dans le vieillissement, de leur donner aussi des connaissances sur la mémoire. Après, dans le fond, c'est un programme qui va aller dans le fond, solliciter l'apprentissage de nouvelles stratégies pour améliorer, dans le fond, ses capacités d'attention. Parce que l'attention, dans le fond, c'est vraiment la porte d'entrée pour être capable après d'aller emmagasiner beaucoup d'informations, de se mémoriser d'informations. Puis, on a aussi, dans le fond, l'imagerie mentale. La capacité, dans le fond, pour se souvenir, dans le fond, d'une information, d'aller se faire une image mentale, dans le fond, pour bien la stocker. Donc, une fois qu'on a ces stratégies-là qui ont été apprises, il va y avoir d'autres stratégies qui vont être apprises pour aller justement augmenter les capacités en mémoire. Puis après, dans le fond, à travers le programme, ce qu'on veut faire, c'est d'être capable d'entraîner ces nouveaux apprentissages-là pour mieux les consolider. Puis, le but, dans le fond, c'est d'être capable aussi de les introduire et de les intégrer, dans le fond, dans des stratégies de la vie quotidienne. Parce que c'est important, des fois, quand on met des programmes, qu'il y ait aussi une efficacité, mais que l'efficacité ne se retrouve pas juste dans le programme, mais qu'il y a aussi un bénéfice pour les personnes qui veulent justement que ça puisse améliorer différents besoins, dans le fond, des gens qui y participent. Donc, pour le programme MEMO, au niveau de l'efficacité du traitement, il y a eu des études qui ont été faites, puis ça montre vraiment une amélioration au niveau des performances de la mémoire. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des stratégies qui vont vraiment
comment je dirais, elle a une bonne validité au niveau écologique, c'est-à-dire que c'est des stratégies qui vont vraiment bien se transposer dans les activités de la vie quotidienne, comme par exemple mémoriser pour faire son épicerie. C'est de se souvenir d'informations puis que ça puisse avoir un impact concret. Puis, au niveau des études qui ont été faites, le plus long suivi a été fait après 6 mois. Et dans cette étude-là, on a été capable de voir aussi une efficacité là, qui perdurait jusqu'aux 6 mois. Fait que c'est très encourageant. J'ai mis d'ailleurs, pour ceux qui vont vouloir la présentation, j'ai mis un lien là, pour vous donner accès, savoir si c'est disponible aussi dans des secteurs précis. Donc, en guise de bref résumé, parce qu'on a passé à travers beaucoup d'informations, pour favoriser sa santé cognitive, j'ai comme sorti certains points qui sont importants de garder en tête. Donc, c'est vraiment de prendre soin de sa santé physique, d'être capable aussi de réaliser des nouveaux apprentissages, d'oser explorer, d'essayer des choses malgré un certain niveau de difficulté. Ben, c'est très bon. Dans le fond, c'est un petit peu, on pourrait dire que le cerveau, c'est un peu comme un muscle. Donc, il faut essayer de le stimuler, de le challenger un petit peu pour être capable d'améliorer sa santé cognitive. Donc, l'importance aussi de se donner des défis à travers tout ça. Aussi, il y a un temps aussi pour réaliser des activités cognitivement stimulantes si on souhaite favoriser notre santé cognitive après la retraite. Mais il y a aussi un temps pour se laisser le temps de réaliser d'autres activités et aussi le repos. Puis aussi, le dernier point qui est important, ce serait l'importance d'investir là, dans le maintien des relations sociales au niveau cognitif, mais aussi au niveau de l'importance puis de la richesse des interactions avec les proches. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, puis je reste disponible si vous avez des questions.